Je suis ravi de modérer cette conférence et effectivement, je serai la personne qui relaiera vos questions auprès de nos deux intervenants. Alors, Martin Winkler, je ne sais pas s'il faut vraiment le présenter, mais effectivement, médecin, à la fois enseignant, essayiste, romancier, blogueur. Martin Winkler, voilà, comme enseignant, c'est quelqu'un qui utilise tout un tas de médias différents pour passer, pour interroger en fait les inconscients, les impensés de la profession médicale et pour aider à être de meilleurs soignants et de meilleures soignantes, notamment en utilisant les séries télévisées. C'est quelqu'un qui questionne beaucoup la profession médicale, qui l'interroge aussi dans ses biais, dans ses impensés, dans ses travers. Et du coup, il ne s'est pas fait que des amis pour cette raison-là. Mais on est ravis de l'avoir avec nous ce matin en direct du Canada, dont il est désormais un citoyen. Martin Winkler, c'est aussi un romancier. Je citerai simplement deux titres, La maladie de Saxe et Le cœur des femmes. Moi, je suis enseignant en faculté de médecine et je sais que les étudiants et étudiantes continuent à lire Le cœur des femmes notamment, qui est un ouvrage qui, je crois, les inspire beaucoup. Martin Winkler, c'est enfin, comme je le disais, un blogueur, un animateur de discussion. Et notamment dans son blog sur l'école des soignantes, on a énormément de ressources pour interroger la construction de la profession médicale aujourd'hui et beaucoup de ressources aussi pour travailler la santé des femmes. Et c'est le thème de notre conférence d'aujourd'hui, hein, la médecine à un sexe. Alors c'est un titre qui est assez évocateur, hein, est-ce qu'elle n'en a qu'un? Est-ce qu'elle peut en avoir plusieurs? Et si elle a un sexe ou plusieurs, est-ce qu'elle a un genre? Plusieurs? Est-ce que le fait de tenir compte du sexe et du genre en médecine, ça change quelque chose? Est-ce que ça introduit des biais? Ou alors au contraire, est-ce que ça va corriger des biais? Je crois que voilà, Martin Winkler, en ayant écrit notamment des essais sur la contraception, la santé des femmes, etc., pourra nous apporter un éclairage intéressant sur ce sujet. Et Martin Winkler, du coup, interviendra après Muriel Salles, que je vais présenter maintenant, et qui est en direct de Lyon, de la faculté de médecine Lyon-Est à Rockefeller. Muriel est maîtresse de conférences à Lyon 1, enseignante auprès des enseignants du secondaire et du primaire, mais aussi auprès des étudiants et étudiantes en médecine. Elle est spécialiste de la question genre et santé. Elle a écrit avec Catherine Vidal un titre en 2017, un ouvrage en 2017 intitulé Femmes et santé, encore une affaire d'homme, point d'interrogation, aux éditions de Belin. Et elle a participé à la construction d'un rapport au Haut Conseil à l'égalité qui s'intitule Prendre en compte le sexe et le genre en santé et qui a été rendu au gouvernement en fin d'année 2020. Voilà, et je pense qu'elle va beaucoup s'appuyer sur les travaux conduits dans ce rapport pour sa présentation. Alors, je sais qu'elle est aussi en train de projeter l'écriture d'un ouvrage sur ce thème, et donc je crois que ça va être, voilà, je vais lui laisser la parole tout de suite pour une vingtaine de minutes. Et effectivement, moi, je suis la personne qui va relayer vos questions. N'attendez pas la fin des conférences avant de poser vos questions. Moi, je les synthétiserai, je les relayerai auprès de nos intervenants. Muriel, je te passe la parole maintenant. Merci Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer par remercier les organisatrices de cette rencontre à laquelle je suis ravie de participer aux côtés de Martin Winkler qui effectivement comme Nicolas Le Chopier je connais, voilà, et peut-être je compte parmi mes amis puisque Nicolas a dit que tu n'es pas fait que des amis. Bon ben voilà. Et puis en profiter pour dire un tout petit mot parce que j'ai la chance moi d'être en studio ici à Lyon 1 pour remercier l'équipe technique parce que ça ne se voit pas mais il y a un déploiement technique assez considérable autour de moi pour faire en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu par-delà les océans puisque effectivement c'est l'occasion de le dire, Martin nous parle avec 6 heures de décalage et d'au-delà de l'Atlantique. Donc voilà, c'est pour une fois, on peut peut-être se réjouir d'être dans une conférence qui se tient en distanciel parce qu'elle permet cette rencontre d'aujourd'hui.
Et puis bonjour à toutes et à tous et merci du coup de vous être rendus disponibles pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alors la question qui est celle qui va nous occuper, enfin, et que je vais essayer de discuter pendant une vingtaine de minutes, c'est la question de savoir si la médecine a un sexe. Et en fait, ça, c'est une drôle de question, parce que la médecine, c'est une science qui a pour l'objet l'étude, la prévention et le traitement des maladies. La médecine, on en discute parfois, enfin, en tout cas, il y a des étudiants qui se souviennent peut-être avoir eu à en discuter. C'est parfois aussi un art, l'art de mettre en bonne santé, de maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de la santé. Et donc, évidemment, on peut se dire, est-ce que ça a du sens de se demander si cette discipline scientifique, si ces discours scientifiques et cette pratique qui s'adosse à ces discours, elle a un sexe. Évidemment, il y a là une formule, hein, il faut bien trouver un titre, mais une formule qui permet en fait de poser la véritable question que Nicolas a commencé à ébaucher, qui est la question de savoir qui fait la médecine, qui produit les discours savants, qui diffuse ces discours savants et qui pratique la médecine. Donc, qui produit les savoirs, qui déploie ces pratiques. C'est plutôt, voilà, pour reformuler les choses de manière un peu plus juste, ça va être ça la question qui va m'occuper pendant les minutes qui viennent. Alors, la première chose à souligner, je vais peut-être donner l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais voilà, c'est que la médecine est évidemment une discipline qui, parce qu'elle se pratique, s'incarne. Donc, s'incarne, ça pourrait vouloir dire, par exemple, que ce serait intéressant de faire de la sociologie de la profession. Et puis, c'est évidemment aussi toujours intéressant de faire de la sociologie des sciences. La médecine, c'est une discipline qui s'incarne et qui se pratique. Et ça oblige, puisque Nicolas l'a dit tout à l'heure, moi je suis historienne, à être attentif du coup au contexte dans lequel se construisent les savoirs et dans lequel se déploient les pratiques. Et ça, c'est donc tout l'intérêt d'une réflexion historique qui est celle que moi je vais vous proposer parce que je ne suis pas médecin, mais je suis historienne. Donc la médecine dont on va discuter aujourd'hui, c'est la médecine contemporaine dont on va s'accorder à dire qu'elle s'élabore à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Au moment où on passe de la médecine dite au lit du malade, on dit bedside medicine, je traduis pour Martin qui est de l'autre côté de l'Atlantique, à une médecine qu'on dit hospitalière. Et ce passage de la maladie, de la médecine au lit du malade à la médecine hospitalière, ça constitue, on va dire, un moment de révolution scientifique. Parfois, on dit ça autrement en parlant de naissance de la clinique. Et c'est à partir de là qu'on va prendre en considération la discipline médicale. Alors, puisque j'ai posé un premier jalon chronologique, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, je vais du coup m'arrêter maintenant sur ce qui se passe du point de vue de la construction des discours médicaux dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle et ensuite. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un discours médical très dépréciatif qui s'élabore sur les femmes. C'est le moment où cette expression que vous connaissez, j'imagine bien, qui est l'expression de sexe faible, est finalement documentée par force publication médicale. Alors on pourrait multiplier les citations qui évidemment lues avec les yeux de 2021 pourraient prêter à sourire ou à rire un peu jaune. Mais je vais vous en partager une seule qui date de 1792, qu'on doit à un médecin qui s'appelle le docteur Chambon du Monteau, qui dit qu'une femme est un être que la nature fait toujours marcher à côté d'un précipice prêt à l'engloutir. Donc façon de dire que effectivement, voilà, la nature des femmes en fait des êtres par essence vulnérables. Et donc on a un discours dépréciatif sans précédent qui se déploie à partir de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et je vais essayer de le montrer, on en est encore à bien des égards largement héritier. Alors ce discours dépréciatif, il se caractérise, on peut en repérer un certain nombre de points significatifs, d'abord par l'idée relativement neuve que la femme est un homme manqué. Alors, je résume évidemment beaucoup les choses, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qu'on appelle l'imaginaire biologique de la différence des sexes a connu des évolutions très profondes. Ça, c'est un historien américain qui l'a montré, qui s'appelle Thomas Laqueur.
en montrant comment on passait d'un modèle unisexe à un modèle dit des deux sexes incommensurables. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces choses-là tout de suite. Si ça suscite des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Mais que, en dépit de ces profondes évolutions de l'imaginaire biologique de la différence des sexes, il y a une permanence qui est que l'organisme femelle est perçu sous l'angle du déficit, du manque. Voilà. Aux femmes, il manque toujours quelque chose, des muscles du cerveau, un pénis ou quelques sécrétions hormonales, ou parfois, à l'inverse, des organismes perçus sous l'angle de l'excès, mais qu'on soit dans une situation ou dans l'autre, c'est toujours sous l'angle du manquement à la norme que se pense celle que les dictionnaires et les médecins définissent comme, je cite, la femelle de l'homme, dont le rôle biologique et le rôle social sont concomitants, à savoir mettre au monde des enfants. Et c'est donc à l'aune de cette conception que va s'élaborer un discours médical qui a du coup deux caractéristiques. La première, c'est que la femme est pensée sur le mode de l'exception. Simone de Beauvoir l'écrit en 1949, mais elle résume la pensée de bien des médecins avant elle, quand elle dit « la femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle ». Et en fait, c'est pas seulement une histoire de mise en regard, de qui précède qui. Voilà, à partir de là, c'est véritablement une épistémologie de l'exception qui est structurante du discours médical sur les femmes. Et ça a des conséquences, notamment en termes de prolifération du discours. Par exemple, on a des traités entiers qui s'élaborent sur ce qu'on appelle les maladies de femmes. Cette fois-ci, c'est Elsa Dorlin qui l'a bien souligné en montrant comment il y a une production de traités sur les maladies de femmes qui est continue sur presque 2 siècles, à partir de la fin de la Renaissance et jusqu'au lendemain de la Révolution française, et qui se poursuit même d'ailleurs jusqu'à la fin du 19e, et on en trouve même, dit-elle, une recrudescence relative au début du 20e siècle. Donc il y a du coup de cette, ce que j'ai appelé une épistémologie de l'exception, ça a des conséquences en termes de production quantitative de discours et évidemment aussi en termes de production qualitative de discours. Ça, c'est le deuxième point. On a aussi donc dans un discours qui développe l'idée que les femmes sont faibles et souffrantes par nature et prédestinées à la maternité, ces deux aspects des choses étant évidemment liés. Michelet résume la chose avec un certain sens de la formule en parlant de femmes qui sont d'éternelles malades. Ce que moi je dis un peu autrement en disant que les femmes sont pensées comme physiologiquement pathologiques, ou pour le dire encore autrement, qu'une femme qui va bien, c'est une femme qui va mal. Ce qui, dans le discours médical du temps, se traduit par une confusion quasi permanente entre le normal et le pathologique. Mais cette confusion, c'est en quelque sorte le prix à payer pour que puisse s'accomplir le plus grand dessein qui puisse être celui d'une femme, le seul dessein d'ailleurs qui puisse être celui d'une femme à bien des égards, qui est le fait de mettre au monde des enfants. J'entends par là que cet objectif de maternité, il justifie pour partie cette façon de concevoir le corps des femmes comme faible et souffrant. Là encore, citation d'un médecin du dernier tiers du XVIIIe siècle qui dit que délicate et douce, la femme conserve toujours quelque chose du tempérament propre aux enfants et que cette mollesse originelle, elle est très utile pour accoucher, pour l'accouchement, pour la lactation. Donc il y a une façon comme ça, on va dire, de comprendre la faiblesse féminine à des fins de procréation et donc évidemment de la justifier. Alors, pour ramasser mon propos, ce que je veux surtout mettre en avant, c'est le fait que ce discours médical dont on a perçu du coup les origines anciennes, il a des conséquences contemporaines. Je vais essayer de donner quelques illustrations un peu rapides de ce point-là. L'exemple peut-être le plus emblématique et qui commence à être un petit peu connu, c'est l'exemple d'une maladie qui est l'endométriose, décrite pour la première fois par un médecin viennois en 1860. Inscrite au plan d'action de la Haute Autorité de Santé en 2016. Entre les deux, vous aurez fait le calcul, 150 ans, qui ne s'explique pas par un déficit d'intérêt. Il y a beaucoup de publications sur l'endométriose, beaucoup de recherches, mais en fait, des publications et une recherche qui sont imprégnées de cette idée que j'évoquais tout à l'heure, que les femmes sont physiologiquement pathologiques et que donc, dès lors, arriver à démêler ce qui est pathologique et ce qui est normal chez la femelle de l'homme, pour reprendre l'expression, c'est difficile et que donc caractériser une maladie et à plus forte raison tenter de la diagnostiquer et de la soigner, c'est difficile dans cette conception-là qu'on peut avoir du corps et de la santé des femmes.
Plus intéressant, je crois, encore, et en tout cas, c'est l'idée que je défends, que moi j'ai particulièrement à cœur, c'est du coup l'idée qu'au-delà de la question qui nous est posée aujourd'hui de savoir si la médecine a un sexe, je crois que ce qu'on arrive à montrer en analysant un peu les discours médicaux tels que je les évoque à l'instant, c'est le fait que la médecine a un genre, ou plus exactement, pour sortir de la formule qui était celle du titre, que les questions de santé, donc implicitement évidemment la médecine comme soin et comme discours, mais aussi la maladie et la santé, gagnent à être pensées au prisme du genre. Alors quand on dit ça, ça nécessite de définir le genre. Je vais essayer de le faire de manière rapide, mais quand même efficace. Le genre, c'est souvent envisagé comme une catégorie. Le genre est souvent assimilé à ce qu'on appellera le sexe social. Pour dire les choses rapidement, on considère qu'il y a le sexe qui relève de la biologie et de la nature et qui donc repose sur un certain nombre d'éléments anatomiques et physiologiques qui sont déterminants de l'appartenance à l'une des deux catégories qui sont la catégorie de l'homme et la catégorie de la femme. Je dis les choses intentionnellement au singulier et je me contente d'évoquer ces deux catégories-là pour l'instant, mais évidemment, on pourra discuter cette bicatégorisation. Ça, c'est le genre comme catégorie. Et c'est souvent, en fait, la compréhension que les gens ont du concept, c'est souvent celle-ci. Mais en fait, le genre, c'est bien plus que ça. Le genre, c'est un système de bicatégorisation hiérarchisée, pour en donner une définition que j'emprunte à Laure Bérény. Un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées. Alors, sa définition un peu compliquée, mais je vais essayer de ne pas m'arrêter à la définition, je vais essayer de vous faire percevoir ce que pensait le genre comme système produit en termes de compréhension du coup des discours médicaux. En fait, l'idée que je défends, c'est l'idée que penser le genre comme un système, ça permet de prendre en considération l'ensemble des mécanismes qui donnent du sens à des réalités biologiques qui existent mais qui n'ont pas de sens en soi. Pour le dire encore autrement, avoir une vulve ou un vagin plutôt qu'un pénis, par exemple, avoir des ovaires plutôt que des testicules, et avoir des seins ou ne pas en avoir, tout ça, ça n'a ni sens ni valeur en dehors d'un système d'interprétation et réfléchir les questions de santé au prisme du genre, ça permet d'être attentif et attentive à ce système d'interprétation. À partir de là, et j'en viens au terme de mon propos, mobiliser le genre pour réfléchir en santé, ça permet de comprendre ce qui se joue dans cette compréhension de la maladie, dans cette compréhension de la santé, dans cette compréhension du soin, pardon, avec cet outil genre, encore une fois, qui est caractérisé par deux choses. De ma définition de tout à l'heure, il fallait retenir 2 points, peut-être l'idée de bicatégorisation et l'idée de hiérarchie entre les catégories. Et du coup, ça permet de percevoir ce que ça implique de distinguer des maladies dites de femmes et des maladies dites d'hommes, sans connaître que l'observation de la différence des sexes, ça c'est Françoise Héritier qui dit les choses comme ça, est au fondement de toute pensée. Donc on n'arrive pas en fait à réfléchir à les maladies en dehors de l'observation de la différence des sexes et de, encore une fois, je le redis lourdement, mais de seulement deux sexes et de deux sexes entre lesquels il y a de la hiérarchie. Une maladie est de femmes ou d'hommes, et ça je pense qu'avec Martin Winkler on sera complètement raccord sur ce point-là, pour des raisons qui sont au moins autant socio-économiques que biologiques, ce qui veut dire que prendre en compte les maladies dites d'hommes ou de femmes, c'est prendre en compte les conditions sociales d'existence, c'est reconnaître l'exposition différenciée à nombre d'inégalités par exemple, pour soigner mieux, puisque ça fait partie des objectifs qu'on peut se fixer quand on est médecin, ou pour aider de futurs médecins à soigner mieux, ça c'est pour être l'objectif des enseignants et de l'enseignante que je suis. Et puis, ça permet, et là j'en termine vraiment, de souligner qu'il y a un imaginaire genré des maladies qui a des conséquences sur le repérage, sur le diagnostic, sur le traitement, sur la façon aussi dont les personnes vivent leur maladie, et dont les personnes vivent avec leur maladie. Il y a des exemples assez multiples qu'on pourrait donner de ça. Je vais en donner un seul qui commence à être assez documenté et assez connu d'ailleurs, qui est l'exemple des maladies cardiovasculaires, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont moins bien diagnostiquées chez les femmes, pour des raisons extrêmement multiples. La spécialiste de ces questions-là en France, c'est une cardiologue qui s'appelle le docteur Claire Mounier-Veillé, qui a montré comment les symptômes des femmes sont présentés comme atypiques. Et donc là, on est sur la façon dont le discours est
construit et dont il est diffusé. Et on pourrait discuter le caractère atypique de ces discours, de ces symptômes, dans la mesure où une femme sur deux ressent autre chose que des douleurs à la poitrine ou des douleurs à l'épaule quand elle fait une crise cardiaque. Donc, est-ce qu'on est dans l'atypique ou dans l'exceptionnel quand on parle d'une femme sur deux? On voit bien que, voilà, là, on a le rejeu de cette épistémologie de l'exception que j'évoquais tout à l'heure. Que du coup, évidemment, je rajoute ce point au problème. Du coup, les femmes ont des difficultés à décrire, leurs symptômes. Les médecins ont des difficultés à interpréter ces symptômes et que tout ça se traduit du coup de manière extrêmement concrète. Et là, on redescend, j'allais dire, des sphères de l'épistémologie pour revenir dans des réalités bien plus pratico-pratiques. Ça a des conséquences très claires et fortes sur la façon dont on prend en charge ou pas, dont on soigne ou pas, et dont du coup on augmente ou au contraire on perd des chances pour les patientes en l'occurrence. Et ce que je voudrais évidemment préciser, c'est que quand on réfléchit dans une perspective de genre, de la même façon, on perçoit combien cet imaginaire genré, il peut être problématique à l'inverse pour des maladies dites de femmes qui sont du coup mal repérées et mal diagnostiquées et mal soignées du coup chez les hommes. L'exemple un peu canonique et qui vient vraiment en miroir de l'exemple que je viens d'évoquer de la maladie cardiovasculaire, c'est l'exemple de l'ostéoporose, qui là aussi, pour des raisons qui tiennent encore une fois beaucoup à un imaginaire et à la façon dont les discours sont construits, les discours médicaux dont découlent des pratiques médicales évidemment, eh bien passent sous les radars et là encore finit par constituer une perte de chance pour les patients qui en sont atteints. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Martin, du coup. Merci Muriel. Effectivement, la parole est à Martin maintenant. Et juste un petit message pour les personnes qui sont avec nous pour cette conférence. Enfin, les participants, là, les spectateurs, si vous mettez un message dans le chat, les autres personnes ne le verront pas. En fait, il y a que les animateurs de cette conférence qui les verront. Donc, d'une certaine façon, sentez-vous tout à fait libre. D'une certaine façon, les messages, c'est entre nous. Et moi, je les relayerai aux intervenants. La parole est à Martin Winkler. Merci, je suis désolé que c'est déjà fini, Muriel, parce que c'était évidemment vachement intéressant. Et alors, j'ai pris quelques notes. Je voudrais, parce que la raison pour laquelle j'ai préféré que tu parles la première, c'est parce que précisément tu apportes cette dimension à la fois historique et, comment dirais-je, contextuelle à la question de est-ce qu'on a un genre ou est-ce qu'on n'en a pas dans la médecine? Est-ce que la médecine a un genre ou non? Est-ce qu'elle a un sexe? Je voudrais faire 3 ou 4 remarques pour abonder dans ton sens, si tu veux, du point de vue du praticien, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille sans avoir forcément euh, toutes les connaissances et tous les repères à la fois philosophiques, historiques, épistémologiques, philosophiques, mais qui regarde ça d'un point de vue qui est le point de vue justement de la personne qui est en situation avec les personnes souffrantes. Alors, la première réflexion, c'est, moi je suis très heureux qu'on fasse des conférences, comment dirais-je, interdisciplinaires, parce que précisément l'un des problèmes qui contribue au fait que la médecine soit extrêmement orientée dans sa façon de pratiquer, et orientée, comment dirais-je, de manière assez exclusive par rapport aux personnes dont elle s'occupe, c'est précisément que pendant très très longtemps, tout le discours médical a été fait exclusivement par les médecins. Or, ça, c'est une manière, si vous voulez, d'installer une sorte de monopole et donc de paternalisme qui fait que finalement, quand on parle médecine, seuls les médecins auraient le droit d'en parler et donc de définir ce qui est ou ce qui n'est pas. Et à ce moment-là, ils ont beau jeu quand on leur dit oui, mais il y a des différences de traitement en fonction des personnes et en fonction de leur identité sexuelle ou de leur genre.
les médecins vont vous dire, mais non, pas du tout, moi je suis médecin, je fais pas de différence. D'ailleurs, madame, quand je fais un examen gynécologique en faisant un toucher vaginal, non, ce n'est pas un geste sexuel. C'est-à-dire que ils partent du principe que si c'est eux qui le font, c'est pas un geste sexuel. Ça leur vient pas à l'idée de penser que, de son point de vue à elle, ça peut être un geste sexuel. Et que fondamentalement, c'est ça. Parce que, fondamentalement, ce qui différencie la médecine telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui et telle qu'elle a été conçue historiquement, c'est que la médecine, c'est un ensemble, on va dire au sens large, un ensemble de savoir et de savoir-faire, basé sur des sciences du vivant et sur des sciences cognitives. Mais c'est pas juste un corpus de savoir et de savoir-faire, c'est un outil. C'est un outil qui a une fonction, à mon sens, extrêmement précise, qui est de soigner. Et quand je parle de soigner, pour moi, soigner, c'est quelque chose qui est assez simple à définir, c'est-à-dire on soigne quelqu'un. Quand une personne rentre chez une ou un professionnel de santé et demande des soins, elle peut considérer qu'elle a reçu des soins quand, en sortant, elle se sent mieux que quand elle est entrée. Elle peut se sentir mieux sur le plan physique, elle peut se sentir mieux sur le plan moral, elle peut se sentir mieux sur le plan psychologique. Elle peut se sentir plus armée, elle peut se sentir accompagnée, etc. Mais elle se sent mieux. Bon. Donc au minimum, soigner, c'est ça. Au maximum, enfin, dans un stade supplémentaire, c'est traiter, c'est-à-dire prescrire un traitement qui va soigner votre bronchite ou améliorer vos douleurs de l'épaule. Et puis, encore un stade au-delà, c'est aider à la guérison. Et je dis bien aider à la guérison, non pas guérir, parce que si on dit que les médecins guérissent, ça fait d'eux des guérisseurs, alors qu'en fait, c'est la personne qui guérit. Elle guérit de sa maladie avec l'aide des thérapeutiques. Donc il y a quelque chose d'extrêmement paternaliste dans le fait de définir la médecine du point de vue des médecins euh, eux-mêmes, et non pas du point de vue du soin, c'est-à-dire de ce que la personne a reçu et attend déjà et ensuite reçoit. Euh, je- comment dire, à l'idée de la définition de la femme comme un homme manqué, je voudrais ajouter, parce que c'est un peu ma petite obsession, le fait que, par exemple, la psychanalyse inventée par Freud, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le manque du pénis chez la femme, c'est bien définir la femme comme un homme manqué. Et rien que par ce fait-là, on comprend que la psychanalyse on a rajouté une couche, mais sur le plan de la psychologie, on a rajouté une couche sur le paternisme médical qui s'exerçait déjà envers les femmes. Tu as dit aussi que les maladies des femmes sont, finalement, les femmes sont des personnes qui sont considérées comme des éternelles malades. Moi, ce qui m'a frappé dans le cours de ma carrière, c'est que finalement, euh, non seulement on n'enseignait pas euh, euh, correctement ce qui faisait souffrir les femmes à l'ensemble des médecins, on réservait ça aux gynécologues obstétriciens, mais en plus, on ne leur enseignait même pas ce qu'était la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement, on va dire naturel, hein, c'est une approximation, mais le fonctionnement habituel, naturel, d'un corps féminin. Et encore une fois, je le prends avec des précautions comme tu l'as fait tout à l'heure, parce qu'un corps féminin, encore faut-il définir ce que c'est. Moi, personnellement, je pense que c'est le plus simple, c'est de demander à la personne concernée comment elle voit son corps et comment elle se définit elle, et comme ça, on ne peut pas se tromper. Et on ne se fonde pas uniquement sur un aspect physique ou anatomique ou sur un genre apparent ou sur des préconçus qui sont les préconçus du professionnel. Mais comment dirais-je? Et je voudrais embrayer sur ce que tu disais tout à l'heure en disant une femme qui va bien est une femme qui va mal, euh, euh, entre guillemets. Euh, pour moi, j'ai ressenti ça très fortement, tu as raison, mais en plus, j'ai ressenti ça très fortement comme étant une femme qui va bien, au fond, puisqu'elle ne va pas mal, c'est plus une femme. Et si c'est plus une femme, ben, c'est plus rien du tout, puisque c'est pas un homme. C'est-à-dire qu'encore une fois, la médecine, et singulièrement la médecine française, qui continue à le faire, parce qu'on est revenu là-dessus beaucoup dans d'autres pays, la médecine française continue à considérer euh, les femmes comme effectivement des personnes fragiles, souffrantes, mais aussi des personnes qui se définissent
dans l'esprit des médecins comme étant des femmes, comme étant des personnes qui se plaignent. Parce que pour qu'on sache qu'elles vont mal, il faut qu'elles se plaignent. Vous comprenez? Si elles disent rien, c'est qu'elles vont bien. Ou en tout cas, qu'elles n'ont pas de plainte à exprimer. Et la norme, c'est qu'un homme ne se plaint pas, alors qu'une femme, ça se plaint, bien entendu. C'est-à-dire que cette norme genrée des médecins, elle est extrêmement puissante dans la façon qu'ils ont d'appréhender la façon dont les gens s'adressent à eux. Et tu as raison de remarquer que c'est quand même un peu bizarre de parler de maladie d'homme et de maladie de femme, parce que par exemple, il m'est venu cette question, mais le vaginisme d'un homme transgenre, est-ce que c'est une maladie d'homme ou est-ce que c'est une maladie de femme? Non, c'est une souffrance d'une personne transgenre, en l'occurrence d'un homme, puisque c'est un homme transgenre. C'est la souffrance d'une personne. Et l'un des efforts que je fais, en particulier sur mon blog, c'est d'essayer non pas de gommer le genre, mais en tout cas d'utiliser des termes qui nous permettent de ne pas définir à l'avance le genre de la personne à laquelle nous nous adressons, parce que c'est à elle de le définir, c'est pas à nous. Une autre remarque que je voulais faire par rapport à ce que tu disais sur les maladies cardiovasculaires, c'est que, et ça illustre très bien comment la médecine a été construite dans sa pratique, encore plus que, enfin je veux dire, en plus de sa conception intellectuelle, c'est que fondamentalement, on a considéré les symptômes des maladies comme étant des symptômes représentatifs quand c'était les hommes qui les exprimaient. Si ce sont des femmes, ce sont des exceptions, des anomalies, des variantes, mais ce n'est pas le symptôme représentatif de la maladie. C'est pour ça que, en maladie cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, c'est la douleur dans le thorax, la douleur dans l'épaule, la douleur dans la mâchoire, et puis l'homme qui s'effondre dans la rue. Et il m'est venu, pendant que tu disais ça, cette idée que finalement tout ça c'est très spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, les symptômes de l'infarctus du myocarde considérés comme typiques, c'est des symptômes masculins spectaculaires. Ça se voit, hein. Un homme qui se prend la poitrine comme ça se voit. Un symptôme d'infarctus du myocarde, comme le fait de se sentir pas bien, le fait de ne se sentir pas comme d'habitude, d'être fatigué, d'avoir des troubles digestifs. Ça, c'est pas spectaculaire du tout. Et effectivement, ce sont des symptômes qui peuvent tout à fait se voir chez des hommes, mais qui sont un peu plus souvent invoqués par des femmes. Mais ça, c'est pas spectaculaire. Donc finalement, on arrive à une conception de la médecine dans laquelle, si ça se voit, c'est caractéristique, et comme par hasard, c'est les hommes qui vous le montrent. Si ça se voit pas, c'est pas caractéristique, et comme par hasard, c'est les femmes qui vous le montrent pas, mais elles le disent. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la caractéristique des femmes quand elles sont malades, c'est qu'elles se plaignent. Et fondamentalement, moi, ce qui me guide depuis que j'ai commencé depuis que j'ai écouté mes camarades féministes étudiantes en médecine dans les années 70, qui, de façon moins organisée que ça, parce que la réflexion n'était pas aussi avancée à l'époque, mais de façon quand même assez systématique, questionnaient ma manière de regarder ce qu'elles disaient elles, pas forcément quand elles étaient malades, mais parce qu'elles avaient quelque chose à dire sur leur situation à la fois sociologique, politique, scolaire. Le travail que j'ai essayé de faire, c'est d'inverser complètement le paradigme, c'est-à-dire de voir ce que j'apprenais, ce que j'ai appris, comme véritablement des outils qui sont destinés à servir les personnes qui sont en face de nous, et non pas à mettre en évidence combien je suis un type savant qui a fait le diagnostic. Euh, Là où on est précisément au cœur du problème, qui est qu'est-ce qu'il y a fondamentalement de sexiste, d'inégalitaire
et de paternaliste dans la pensée et dans l'exercice médical, c'est précisément que on ne peut remettre en cause non seulement le contenu du savoir médical, mais aussi les pratiques des praticiennes et des praticiens, que si on laisse, si on invite les personnes soignées à exprimer ce qu'elles ressentent, et surtout si on le prend comme non pas simplement une remarque sur ce que nous faisons, mais aussi comme euh, contributif et co-constructif d'une nouvelle manière de penser. Encore une fois, c'est pas moi, médecin, homme, qui passe pour blanc même s'il ne l'est pas, c'est pas à moi, médecin, homme, de définir ce qu'est le genre de la personne qui est en face de moi. C'est à elle de le définir. Et c'est pas quelque chose qui doit m'inciter à avoir un comportement plutôt qu'un autre, c'est juste une information qu'elle me donne et que je ne peux pas voir de l'extérieur de la même manière que je tire des informations du fait de la regarder, de voir qu'elle a les yeux bleus ou qu'elle a telle taille, qu'elle a telle, que par exemple elle peut se servir d'un bras et pas d'un autre parce que ou qu'elle est dans un fauteuil roulant ou encore que elle a une peau d'une teinte particulière qui fait que effectivement elle a probablement des antécédents familiaux et donc génétiques qui l'exposent à telle ou telle chose plutôt que telle autre. C'est à elle de le définir. Ça fait partie des choses qui la définissent elle, que moi je dois non seulement entendre, mais prendre en compte. Et ça m'amène aussi, ça doit m'amener aussi à toujours entendre ce qu'elle ressent. Je vais prendre simplement pour terminer cette petite présentation, je vais prendre l'exemple du symptôme cardinal, du symptôme qui concerne tout le monde, ou presque tout le monde, c'est la douleur. C'est, comment dire, la douleur est le symptôme. J'ai coécrit un livre avec un ami médecin de famille et algologue qui s'appelle Alain Gagnon, qui s'appelle Tu comprendras ta douleur, dans lequel on essaye non seulement de définir ce qu'est la douleur, mais aussi de définir tous les travers de tout le monde, hein, pas seulement des médecins, mais de tout le monde, sur l'appréhension que nous avons de la douleur. C'est très compliqué d'appréhender la douleur de quelqu'un d'autre. C'est déjà très difficile de la définir quand il s'agit de soi, et c'est très difficile de l'appréhender quand il s'agit de l'autre parce que la douleur est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose qui s'exprime, et que toutes les personnes s'expriment différemment. Et donc, la seule manière que les gens qui véritablement s'intéressent à la douleur et au traitement de la douleur, les seules manières qu'elles ont trouvées, les manières les plus appropriées qu'elles ont trouvées de la définir, c'est de la faire définir et mesurer par la personne qui a mal. Quand c'est possible. Le plus souvent, c'est possible. Quand c'est pas possible, il y a d'autres systèmes. Mais enfin, le plus souvent, et on part par défaut, de ce point de vue, c'est que la douleur est définie par la personne qui a mal. C'est seulement si elle ne peut pas la définir elle-même, et il y a plein d'aides pour le faire, qu'on va essayer de la définir autrement. Pourquoi? Il y a au moins 3 raisons. La première est une raison éthique. Si j'essaye de définir votre douleur, j'ai toutes les chances de me tromper, donc de vous faire du mal. Parce que je vais considérer que vous avez plus ou moins mal que la réalité, et donc ça devient à nouveau du paternalisme, c'est moi qui définis votre douleur. C'est pas acceptable sur le plan éthique et moral. Sur le plan, comment dirais-je, pratique, il est bien évident que si je n'écoute pas ce que vous me dites de votre douleur, je ne peux pas appréhender le fait que ce que je vous ai prescrit pour soulager votre douleur vous a soulagé ou non. Et puis, c'est contre-productif aussi sur le plan, comment dirais-je, de la relation. C'est-à-dire que si je définis la douleur à votre place, je perds le bénéfice de tout le bien que je peux vous faire quand je vous crois. Je vais, je vais bientôt faire enfin, justement, on est invité à faire une présentation à la Société française de traitement de la douleur à la fin de l'année. Et moi, au Québec, je vais faire une petite présentation dont le thème sera il est obligatoire de croire la personne quand elle dit qu'elle a mal, et de la croire sous tous ses aspects. Vous entendez bien que j'ai dit la personne.
justement, les femmes, statistiquement, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, les femmes sont moins souvent crues, leur douleur est plus souvent sous-estimée, et leur douleur est plus souvent sous-traitée que quand cette douleur est exprimée par des hommes. Et je crois qu'on peut finalement résumer le sexisme de la médecine, parce que fondamentalement, la question, c'est pas est-ce que la médecine a un sexe, c'est est-ce que la médecine est sexiste et, comment dirais-je, oui, discriminante. Et le sexisme de la médecine peut se résumer à ce seul symptôme. Et quand on réfléchit à ce simple symptôme, qui est un symptôme commun à tous les êtres humains, à tous les êtres vivants d'ailleurs, en tout cas une grande partie des êtres vivants, la douleur c'est avec un poulpe, sans la douleur. Hein. On a montré que des poulpes ont mal si on leur met de l'acide sur un de leurs tentacules. Donc si on prend le point de vue de la personne qui souffre, on se rend compte à quel point la médecine est sexiste et que si on veut inverser ce sexisme et le combattre, il faut absolument faire définir non seulement ce qui nous fait souffrir, ce qui nous soulage, mais aussi comment nous voulons être soignés et en tant que quelle personne nous voulons être soignés par les premières personnes concernées et non pas par les médecins. Voilà. Merci beaucoup, Martin, pour cet exposé et ces réponses, cet écho aux propos de Muriel, voilà, qui a bien complété et qui a généré tout un ensemble de questions sur le chat que je vais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre. Alors, il y a eu une question, je vais en poser trois et après je vous donnerai l'occasion de réagir, tous les deux dans l'ordre que vous voulez. Une première question qui a été posée par Géraldine et qui porte sur vraiment la pratique médicale et la pratique soignante, et notamment autour des gestes, des touchés, des positions. En fait, c'est un débat qui est un peu fondateur aussi de la question genre et santé. Hein, finalement, voilà, le corps, en fait, hein, et le respect. Euh, donc voilà, ça c'est un premier point sur lequel je voudrais vous interroger. Voilà, comment vous pouvez commenter ce qui se passe, les changements, est-ce qu'il y a des progrès par rapport à ça, aux gestes et aussi à la question du tact et à la question du coup en arrière-plan des violences gynécologiques et obstétricales. Donc ça c'est un premier point vraiment sur la pratique. Il y a une deuxième série de questions, notamment posées par Nicole, par Marie-Laure et par Raphaël, qui portent sur la profession médicale et les changements démographiques qui affectent la profession médicale. Nicole a mis un commentaire dans le chat en disant, bon, ok, la médecine a été, il y a une confiscation de la parole par des hommes médecins, mais bon, c'est bon, ça a changé. Ça, c'était le discours d'avant. Voilà, Nicole nous dit qu'il y a 50% des médecins qui sont maintenant des femmes. Moi, je pourrais ajouter que 70% des étudiants des étudiantes en médecine sont des femmes. Et donc, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc, dans la démographie, Marie-Laure pose la question de l'interprofessionnalité aussi. Ce que vous dites sur la médecine, est-ce que ça s'applique aussi aux infirmières, aides-soignantes, aides-soignants? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas justement une question, que la question du genre et du sexe se pose différemment selon les professions du soin? Voilà. Et le troisième point qui a été du coup apporté par Raphaël porte sur les spécialités et les disciplines. Et Raphaël dit qu'à la fois la gynécologie, elle est le lieu peut-être de représentation stéréotypée. Voilà, elle a été contestée pour ça. Et en même temps, si on ouvre, si on fait pratiquer le suivi des femmes par d'autres professionnels comme les médecins généralistes, les sages-femmes, etc., est-ce qu'on ne perd pas aussi une spécificité, peut-être une qualité
des savoirs concernant la santé des femmes. Alors, je vois que Martin réagit très fortement et j'espère que j'ai pas trahi la question de Raphaël. Du coup, voilà, sur ces deux volets, les gestes d'un côté et puis la démographie, les changements dans la profession de l'autre, est-ce que vous voulez réagir? Muriel, tu veux commencer? Alors, qui est en premier? Bon, alors, je vais. Muriel. Ouais, Vas-y, merci vas-y. pour. Du coup, c'est nombreuses questions. Alors, vous m'avez peut-être vu plisser les yeux parce que moi, j'essaie de les voir sur le chat que j'aperçois un peu en face de moi et il y a effectivement des questions passionnantes. Sur la question des gestes médicaux et notamment sur la question des positions d'examen gynécologique, parce que c'était un des éléments qui était dans la question. D'abord, un premier point, c'est que là aussi, il y aurait toute une histoire. Alors évidemment, ce serait mieux si on pouvait l'illustrer, hein, mais il y a toute une histoire des positions dans lesquelles on examine les femmes. Et parce que moi, j'essaye toujours d'avoir un discours qui ne soit pas exclusivement à charge, on va dire les choses comme ça. C'est assez intéressant de voir comment on passe pour des raisons de rapports sociaux entre les hommes et les femmes qui prescrivent une pudeur absolue aux femmes, d'autant plus que les femmes qui ont accès aux médecins, par exemple, sont des femmes de classe sociale supérieure. Donc, on examine du coup les femmes, notamment dans des ouvrages d'une historienne qui a travaillé sur ces questions-là, qui s'appelle Yvonne Knibler, qui montre des femmes qu'on examine debout, en glissant la main sous la jupe et en regardant ailleurs. Alors évidemment, du coup, là, on respecte absolument la pudeur de femme, on ne sait rien de ce qu'on examine. En termes d'épistémologie d'ignorance, là aussi, c'est l'expression que j'emprunte à une collègue, ces choses-là. Et puis après, bien sûr, les choses ont évolué jusqu'à cette fameuse position gynécologique à laquelle on pense quand on est français ou française, surtout quand on est française en fait, à savoir les pieds dans les étriers, voilà, qui est une des positions dans lesquelles on peut examiner les femmes au cours d'un examen gynécologique, parmi d'autres, et là je laisserai Martin compléter parce qu'il en a une expérience autrement plus importante que moi, mais il y a d'autres positions qui existent, qui mériteraient peut-être d'être davantage enseignées dans nos facultés françaises, et qui, à mon sens, place au centre quelque chose qui a bien été dit aussi par Martin, qui est la question de l'empathie. Essayer de se mettre dans la position, à tous les sens de ce mot-là, qui est celle du patient et en l'occurrence de la patiente, et y compris dans quelle position en termes de suggestion, de rapport de domination, ça vous place d'être partiellement ou totalement nu, les pieds en l'air, écartelé ou semi-écartelé, pour avoir un dialogue, pour essayer d'être dans une relation d'égalité avec le soignant, d'ailleurs, quel que soit son sexe, hein, que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà, la question des gestes médicaux, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, à mon sens, ils ont pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément une intention de nuire dans le geste, mais il peut y avoir, par déficit de réflexion sur le sens de ce geste, le sens qu'on lui donne soi-même en tant que soignant, et puis le sens que lui donne la personne qui en est bénéficiaire, je vais dire comme ça, faute de mieux. Il peut y avoir une discordance entre ces deux sens, et c'est là qu'il y a problème, mais je pense que la remédiation, elle vient d'une pratique d'empathie. Enfin, voilà ce que je pourrais dire sur la question du geste médical, mais je vais laisser Martin Vincaire compléter par la pratique, là, pour la peine. Martin? Oui, alors c'est tellement vaste. Moi, je vais revenir toujours, à ma vision de la chose, c'est-à-dire effectivement se mettre à la place de la personne soignée. Quand on se met à la place de la personne soignée, on doit, en principe, partir de l'idée que la personne soignée n'a peut-être pas envie qu'on la touche. C'est-à-dire que on aborde comme ça la question de ce qu'on appelle le consentement, c'est-à-dire que, en principe, et il est écrit dans le code de déontologie médicale, on ne doit pas toucher une personne sans avoir reçu son autorisation explicite. C'est ça le consentement. Je vous autorise à me toucher. Et vous ne pouvez me toucher que si vous m'avez demandé et que je vous ai répondu.
C'est pas un implicite. Pas parce que je rentre dans le cabinet d'un médecin que je vous autorise implicitement à faire ce que vous voulez pendant que j'y suis. Le consentement doit être explicite et il peut être retiré à tout moment. Donc, déjà, cela veut dire que le toucher, mais tout ce qui entoure l'examen clinique, devrait être régulé par la personne concernée. Alors là, on en vient par exemple à la position. Moi, je suis un grand fan de séries télévisées, dont une série télévisée que je regarde depuis 10 ans et qui continue à être diffusée, qui s'appelle en anglais Call the Midwife, en français SOS Sage-Femme. Il y a 8 épisodes par an. C'est un modèle. Ça se passe dans une sorte de congrégation de sages-femmes à la fois religieuses et non religieuses à Londres dans les années 50 et 60. C'est un modèle de ce qu'on... Et alors, il y a un personnage de médecin. C'est un modèle de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire le respect de l'autre. Bon. Et ça se traduit en particulier par le fait que chaque épisode, il y a au moins 2 accouchements, et tous les accouchements se passent dans une position différente. C'est assez hallucinant, parce que on voit que, finalement, l'accouchement est guidé par la manière dont la femme a envie d'accoucher. Comment elle se sent le mieux pour accoucher. Dans son lit, pas dans son lit, debout, accroupi, tout ce que vous voulez. Et fondamentalement, la question des gestes devrait être remise en cause du point de vue de la façon dont on les pratique, perçue par la personne soignée. Est-ce que j'ai envie, est-ce qu'il est nécessaire de m'examiner les seins? Peut-être, mais premièrement, faut que vous m'expliquiez pourquoi. Ou ça peut être parce que moi je le demande parce que je sens quelque chose dans mon sein. Ça veut dire que c'est moi qui guide cet examen. Et que, évidemment, si vous me faites mal, ben, vous arrêtez tout de suite parce que je vais vous dire j'ai mal. Vous n'allez pas me dire non, non, attendez, j'ai presque fini. Non. Vous allez vous arrêter. Donc, la question du toucher, et j'ai marqué tact aussi, c'est-à-dire que le tact, finalement, tel qu'on l'enseignait auparavant, c'est faut toucher doucement. C'est-à-dire que le tact, c'était une obligation des professionnels de santé. Mais non, le tact, c'est pas ça. Le tact, c'est je me laisse guider par ce que vous me dites. Moi, professionnel de santé, je me laisse guider par ce que vous me dites. C'est quelque chose qui est une grande révolution, qui est en train de changer parce que précisément, le public est de plus en plus conscient du fait que un médecin n'a pas tous les droits sur la personne que nous sommes. Et que donc nous sommes en droit d'exprimer le fait que nous voulons ou nous ne voulons pas quelque chose. Alors, c'est ressenti de façon un peu négative, et même très négative par un certain nombre de professionnels de santé. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont appris à toucher des gens qui ne pouvaient pas protester parce qu'on leur disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Il y a eu toute une discussion il y a 2 ou 3 ans, euh, un débat organisé, enfin un débat suggéré par des hospitaliers qui disaient mais vous comprenez, à partir du moment où vous rentrez dans un hôpital, dans un centre hospitalier universitaire, vous acceptez de vous faire examiner par des étudiants. Non, non. Le consentement doit être obtenu, même si on est examiné par une étudiante ou un étudiant. Et c'est écrit dans le code de déontologie. C'est pas moi qui l'invente, ça. C'est écrit noir sur blanc dans le code de la santé publique. Le consentement doit être obtenu de toute personne qui doit vous examiner. Le fait d'être dans un hôpital, dans un centre hospitalier universitaire ne justifie pas qu'on se laisse examiner par 12 personnes d'affilée parce que le patron a décidé que. Donc vous voyez que il y a les changements ne viennent pas des professionnels eux-mêmes, parce que les professionnels ont des règles, mais ces règles, ils ne les suivent pas. Elles sont écrites, mais ils ne les suivent pas. Les changements, quand ils viennent de la population elle-même. Et à mon avis, c'est tout à fait, ça va tout à fait dans le sens de ce que je souhaite, c'est-à-dire que définir la médecine, ça doit être fait par la population dans son ensemble, les médecins inclus, mais pas les médecins aux dépens du reste de la population. Est-ce que ça veut dire, Martin, que ce qu'on appelle féminisation de la profession médicale ne va rien changer? Enfin, pour revenir un peu à la question
qui a été posée par Nicole, par Marie-Laure. Voilà, il y a quand même des changements dans le corps médical change lui-même. Je veux dire, probablement sous l'effet des retours de la population, des plaintes, de ce qui s'écrit sur les blogs, etc. Mais aussi parce que peut-être, en fait, ça fait une différence. Enfin, quand on demande la médecine a-t-elle un sexe, le médecin a-t-il un sexe? Autrement dit, le genre du médecin change-t-il quelque chose à cette histoire? Alors, oui et non. Oui, parce que s'il y a un changement démographique, il y a forcément des changements, mais ces changements ne sont pas forcément mesurables. Non, parce que c'est pas le genre du médecin qui change fondamentalement les choses. C'est la façon dont le médecin appréhende, lui ou elle-même, le soin. Si on a affaire, je suis un homme, moi j'ai jamais considéré comme normal d'examiner les seins d'une femme sans lui demander son autorisation. Mais je suis un homme. Bah, ça, c'est mon identité, ma conception personnelle. Mais je connais plein de femmes médecins qui ne voient aucun inconvénient à examiner les seins des femmes sans leur demander leur autorisation. Donc, c'est pas le genre de la personne qui compte. C'est comment cette personne pense son rôle. Et là où justement la féminisation de la profession n'est pas suffisante à modifier les choses, c'est que cette profession médicale qui se féminise, par qui est-elle formée? Elle est formée par des enseignants qui sont encore majoritairement soit des hommes, il y a encore beaucoup d'hommes au sommet de la hiérarchie, euh, comment dirais-je, formatrice des médecins, mais aussi par des femmes qui ont été formées par des hommes et qui ont des conceptions qui sont les conceptions de ces hommes ou les conceptions paternalistes de la fin du XXe siècle ou même du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe. Donc, c'est pas suffisant. C'est comment dirais-je? Ce qui, à mon avis, est plus déterminant, c'est pas vraiment que la profession se féminise, mais que les étudiantes en médecine d'aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes qui ont 20 ans aujourd'hui, elles n'ont pas du tout les mêmes attentes que des étudiantes en médecine il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, en tant que femmes, elles ont de nouvelles attentes vis-à-vis des médecins et elles peuvent donc questionner leur propre manière de se comporter à l'aune de leurs propres attentes en tant que femmes non médecins. Parce que c'est ça qui pose aussi problème, c'est qu'on fait oublier aux médecins qu'avant d'être médecins, ils n'étaient pas médecins. Et ça reste des citoyennes et des citoyens. Et bon, aujourd'hui, heureusement, c'est moins facile de leur faire oublier ça. Merci. Muriel, est-ce que tu veux réagir sur cette question de la profession? Après, je reprendrai la parole pour poser d'autres questions. Je vais réagir rapidement, mais moi, je suis absolument pas convaincue du tout que la féminisation d'une profession change quoi que ce soit. En tout cas, soit vertueuse et conduise à une pratique plus égalitaire, pas du tout. Peut-être parce que tu l'as dit en introduction tout à l'heure, il se trouve que je forme des enseignants et que, en l'occurrence, vu les statistiques, je devrais dire les choses au féminin générique. Je forme des enseignantes et je les forme notamment aux questions de ce qu'on appelle ici en France la culture de l'égalité filles-garçons. Et je mesure le degré de résistance des enseignantes, donc je confirme que ce sont bien toutes des femmes, à la plupart des enseignements qui leur sont dispensés sur les questions d'égalité filles-garçons à l'école et sur les enjeux de discrimination sexiste qui peuvent exister dans le cadre de l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important à se sortir de l'esprit, notamment parce que ça repose sur une idée qui, si on y réfléchit un petit peu, est une curieuse idée quand même, un peu comme si les femmes, au prétexte qu'elles sont des femmes, devraient avoir une forme d'intuition naturelle ou spontanée peut-être, du système de domination qui est à l'œuvre et qui du coup leur permettrait premièrement de le repérer, deuxièmement d'éviter de le reproduire, voire, soyons optimistes, de le déconstruire. Et ça, c'est absolument pas vrai, hein. Enfin, là, on est en train de confondre deux choses, le terme femme et le terme féministe, ce qui sont deux choses très différentes. Et puis, pour apporter un tout petit point qui va aussi dans le sens de ce que disait Martin à l'instant, s'ajoute à ça, moi, ce que je vais appeler une forme de conflit de socialisation, c'est-à-dire que on a des femmes médecins qui ont une socialisation différenciée qui a fait d'elles des femmes, parce que ouais, elles ont appris à être des femmes, ou des hommes
hommes médecins qui ont une socialisation différenciée qui a fait d'eux des hommes, voilà. Et puis là-dessus se rajoute une socialisation professionnelle qui, à certains égards, est en adéquation avec la socialisation que je vais appeler primaire, là, différenciée, qui vous a fait homme ou femme, mais qui, à d'autres égards, rentre en conflit. Et quand elle rentre en conflit, eh ben, c'est assez intéressant de voir comment c'est souvent la socialisation professionnelle qui prend le pas. Alors, pour des raisons que je ne connais pas toutes, hein, mais moi, je pense que, notamment pour la France, il y a à s'interroger sur ce que c'est que d'appartenir à un corps professionnel. Voilà, les médecins, c'est pas une profession tout à fait comme les autres, quoi. Voilà, c'est un corps professionnel avec une identité professionnelle forte, avec un ordre, avec des pratiques de déontologie, on n'est pas collègues, hein, on est confrères, éventuellement consoeurs quand on féminise le terme, mais voilà. Et du coup, ça dit quelque chose de la force de cette socialisation professionnelle qui, effectivement, à mon sens, prend le pas. Et d'ailleurs, les études de médecine y participent largement, hein, sur le fait de se savoir homme ou femme, et encore plus sur le fait, se sachant homme ou femme, d'être capable de repérer les rapports de domination qui sont éventuellement en jeu, quoi. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincue que la féminisation change quoi que ce soit, du tout. Bah, merci pour cette réponse qui est claire au moins. J'en viens à une deuxième série de questions. Alors, Julien et Alex notamment ont questionné à partir de ce que tu as dit, Muriel, tout à l'heure, voilà, les enjeux la question du genre. Elle inclut une hiérarchisation, hein, et qui est à questionner justement d'un point de vue éthique et politique. Mais cette hiérarchisation, elle n'a pas lieu seulement sur le plan du genre, mais il y a aussi d'autres plans sur lesquels il y a des hiérarchisations, des traitements différents, différenciés, des discriminations. Julien notamment fait référence au fait que voilà, il y a des témoignages et des enquêtes qui montrent que, par exemple, l'expression de la douleur des femmes noires ou des femmes du Maghreb est moins bien prise en compte que l'expression de la douleur de femmes blanches. Et Alex rappelle aussi il peut y avoir un sous-diagnostic de maladie en raison d'autres facteurs que le genre, en fait, mais par exemple la couleur de peau, notamment parce qu'on apprend la dermatologie sur des peaux blanches et que voilà, quand on rencontre quelqu'un qui est noir, bah, on peut avoir un biais voilà, lié à sa formation. Et puis il y a aussi cette dimension qui est rappelée par Alex, qui est celle de l'autocensure. Enfin, c'est pas simplement le biais chez le médecin, ou chez le soignant, mais aussi la compréhension du rôle qu'on doit jouer en tant que patient qui peut conduire voilà, des femmes par exemple des femmes noires ou des femmes pauvres à exprimer autrement une plainte. Et ce qui fait que finalement entre guillemets, la responsabilité n'est peut-être pas à porter seulement dans la question de la prise en charge et du traitement. Du coup, ça, c'est une première série de questions, hein, qui renvoie à un mot, je ne sais pas si on a maintenant le droit de le prononcer, mais celui de l'intersectionnalité, hein, voilà, du croisement des rapports de domination. Et il y a une deuxième série de questions, notamment qui a été amenée dans le chat par Anne-Sophie, mais aussi par Alexis, qui est celle de la binarité. Hein, on parle homme et femme, mâle, femelle, mais en fait, il y a aussi des personnes qui sont intersexes, il y a des personnes qui sont trans, il y a des personnes qui changent, qui sont dans un entre-deux, qui sont dans une évolution d'un pôle à l'autre ou qui cherchent une autre polarité. Comment est-ce que vous réagissez là-dedans, à ça? On sait qu'il y a des témoignages, par exemple, de personnes trans qui disent qu'elles ont du mal à être soignées normalement. Enfin voilà, quand elles viennent pour une grippe, une vaccination, elles n'ont pas spécialement besoin qu'on leur parle de leur transition. Puis en même temps, ça pose aussi des questions de santé un peu spécifiques. Du coup, voilà, comment en dehors de cette binarité homme-femme, comment est-ce qu'on peut accueillir cette question trans ou intersexe? Et puis, je voulais relayer ici en relais à Alexis et Anne-Sophie des témoignages d'étudiants et d'étudiantes qui disent aussi que quand ils sont en stage et qu'ils rencontrent une personne dont le genre ne correspond pas forcément au sexe tel qu'il était annoncé sur sa carte vitale, et ben ils savent pas trop comment faire. Il y a un problème de délicatesse, justement, de tact et je sais qu'il y a des étudiants qui sont en demande de formation sur ce sujet.
Voilà. Et toujours sur ce problème de binarité, est-ce qu'on n'est pas aussi biaisé par notre langue, hein? C'est Alexis qui dit ça. Enfin, la langue française, elle semble, voilà, d'une certaine façon, confondre genre et sexe, tandis que la langue anglaise les distingue peut-être un peu plus facilement. Du coup, voilà. Est-ce que le fait qu'on soit dans cette langue française ne nous rend pas la tâche plus difficile? Voilà les questions que je voulais vous poser. Muriel, tu veux commencer? Ouais, ça fait beaucoup de questions. Alors, juste un tout petit mot sur la première qui effectivement invite à penser dans une perspective intersectionnelle. Le mot est lâché 2 fois. Bien sûr, il va de soi que les patientes et les patients s'envisagent pas seulement du point de vue d'une identité de genre, mais de d'autres facteurs qui les situent dans le champ social. Voilà, pour dire les choses comme ça. Il y a les personnes racisées. Vous évoquez des femmes noires. Il y a des personnes précarisées et la question de la classe sociale est aussi déterminante du rapport, de la relation qui se noue entre un soignant et ou une soignante et un patient ou une patiente. Et puis, bah, la question qui est posée spécifiquement, elle évoque ce qu'on appelle parfois le syndrome méditerranéen. Donc, qui repose sur l'idée que, et je vais en dire un tout petit mot parce que c'est intéressant, ça renvoie à des choses que Martin a dites sur la douleur, qui repose sur l'idée qu'il y aurait des formes d'expression culturelle de la douleur qui feraient que les femmes noires ou effectivement d'origine maghrébine surjouent. Voilà, ce qui du coup conduit forcément les médecins occidentaux qui les reçoivent, enfin blancs, je vais dire les choses comme ça, à sous-évaluer l'expression de la douleur parce qu'il y a ce prisme-là qui se met en place. Et évidemment ça renvoie au fait que j'ai situé un peu le fait que en termes de contexte, je parlais d'une médecine qui date de la deuxième moitié du 18e, enfin qui s'origine dans la deuxième moitié du 18e siècle. J'aurais dû rajouter, et je ne l'ai pas fait, et donc je le fais là, merci du coup de me demander de le faire, que je parle d'une médecine occidentale qui, du coup, effectivement, est faite par qui aussi effectivement par des occidentaux, à savoir donc principalement des blancs, et que de la même façon que j'ai dit tout à l'heure, les femmes sont pensées comme des exceptions à la norme, les personnes racisées sont des exceptions aussi à la norme qui est d'être blanc, vous l'avez dit pour la dermatologie dans la question, où les personnes, par exemple, pauvres ou précaires sont pensées comme des exceptions par rapport à ce qui est la norme, et du coup, vous voyez que finalement, au centre ce qui est fait la norme, c'est le médecin, effectivement un homme blanc, classe moyenne ou classe moyenne supérieure. Donc là, il y a de la hiérarchie effectivement à tous les niveaux et c'est l'intérêt de la perspective intersectionnelle. Et puis je trouve que ce qui est intéressant, et je réagirai juste sur ça, c'est ce que dans la formule que tu as utilisée, Nicolas, qui est le fait qu'il ne faut pas faire porter seulement le chapeau, si je puis dire, des responsabilités aux soignants, certainement, mais qu'il faut avoir aussi une compréhension du rôle, que les patients et les patientes ont aussi une compréhension du rôle qu'ils doivent jouer en tant que. Et ça, je trouve que c'est aussi important parce que ça permet peut-être de lâcher un autre mot qui est celui de la performance. Parce qu'on dit performance de genre, voilà, c'est quelque chose que disent par exemple une philosophe comme Judith Butler, elle dit le genre est une performance au sens où on doit faire un certain nombre de choses, par exemple se maquiller comme je l'ai fait pour venir faire cette conférence aujourd'hui, pour dire bah voilà, moi je m'inscris dans le genre féminin, donc ça c'est ça la performance de genre. Et finalement, dans le colloque singulier qui se noue entre un patient et un médecin, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la performance et chacun joue sa partition. Et donc, il y a un moment, il faut interroger les cadres dans lesquels cette partition est écrite et pour voir si elle sonne juste, pour filer la métaphore musicale ou pour dire les choses de manière plus claire, pour voir si cette partition, elle donne les résultats escomptés, à savoir, ça a été dit dès l'introduction, soigner correctement chacun et chacune, quelles que soient ses diverses appartenances, puisque c'est sur ça qu'on portait la question. Peut-être je vais laisser Martin compléter sur ça. Puis après, il y a plein de choses à dire sur les questions trans et intersexes. Et je trouve que c'est délicat d'abord parce qu'il y a des gens plus spécialistes que moi. Voilà. Mais je laisse Martin répondre. D'accord. Et je voulais aussi suggérer, puisque en fait, il est 13h27 et il nous reste simplement que quelques minutes pour ces échanges et qu'il reste plein de questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre. Je voulais suggérer à la BU et à Livia notamment d'organiser une suite à cet échange parce que on voit qu'on est loin d'avoir fini.
Martin, je te laisserai réagir vraiment très très brièvement sur cette question de la binarité et de l'intersectionnalité. Alors, Et je poserai la question après des pistes pour améliorer les choses, notamment dans l'information. je vais répondre très vite aux étudiants. Si vous ne savez pas de quel genre est la personne qui est en face de vous, demandez-lui. C'est ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que on dit, ben voilà, si vous ne savez pas, vous demandez. Et vous pouvez exprimer votre incertitude en disant, écoutez, je ne sais pas comment je dois vous désigner, donc c'est vous qui allez me dire comment vous voulez être désigné, par il ou par elle, et c'est tout. Et justement, le fait de procéder ainsi, ça donne à la personne deux informations. Premièrement, vous la respectez et vous n'avez pas de préjugés à son égard. Deuxièmement, elle est autonome, elle définit elle-même qui elle est. Et j'embraye en disant aussi qu'un repère assez simple, peut-être un peu trop simpliste parce qu'il est, mais enfin qui est quand même opérant, c'est de garder à l'esprit que, et là on va parler de la médecine française, comme toute la société française, est fondamentalement élitiste. C'est-à-dire que voilà, les hommes blancs sont au sommet de la pyramide. Ce qui feint d'autoriser ces hommes blancs, et donc toutes les personnes qui se calent sur le point de vue de ces hommes blancs, ce qui feint de les autoriser à porter des jugements sur les personnes qui sont en face d'eux. Alors précisément, c'est cette pensée jugeante qui est en elle-même délétère pour le soin. Si on prend conscience de ça, c'est-à-dire que nous avons tous des jugements de valeur, mais que ces jugements de valeur sont parasites par rapport au travail qu'on veut faire, c'est-à-dire qui est de soigner, et qu'on arrive, et quand on en prend conscience, on arrive petit à petit à reculer et à les désamorcer. Déjà, on fait un grand progrès. Ça, ce sont des choses simples qui peuvent être utiles à beaucoup, beaucoup d'étudiants. Alors justement, là, je relayerai là-dessus les questions de Vincent, de Anne et de Halima par rapport au changement dans la formation. Là, Martin, tu viens de donner quelques tuyaux, trucs et astuces pour améliorer la relation et la prise en compte de la spécificité de chaque personne. Mais voilà, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans l'information? Est-ce qu'il y a des outils et notamment, est-ce qu'il y a des sensibilisations en fait, à la question du vécu de discrimination, du vécu de violence chez les étudiants en médecine? Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Et par exemple aussi l'homosexualité, est-ce qu'elle est, comment dire, voilà, est-ce qu'elle est reconnue, enfin enseignée de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de défaut de prise en charge notamment dans les questions qui sont posées, voilà, les questions standards sur la situation maritale, etc. Ça, c'est la question de Anne. Et puis, Alima voulait aussi élargir en faisant référence aux gestes, aux dentistes. Et elle nous dit que il y a pas mal de dentistes en fait qui font aussi, enfin voilà, dans la question du respect du corps, du respect de l'intimité. Voilà, il y a des intrusions assez questionnantes dans les pratiques des dentistes. Et du coup, voilà, elle voulait élargir au-delà des médecins. Du coup, voilà, sur les outils, les changements, Martin, puis Muriel Nous, pour nous conclure. vivons, nous vivons une époque formidable. C'est-à-dire que les personnes elles-mêmes se regroupent en, comment dirais-je, en groupe d'intérêt, on va dire, euh, et elles s'expriment sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une personne intersexe, eh ben, il y a 30 sites en français qui vont vous apprendre ce que sont les personnes intersexes et qui sont rédigés par des personnes intersexes. Vous ne savez pas ce que c'est que la transidentité et ce que c'est qu'une comment dirais-je, une transition d'un genre à l'autre, eh ben, il y a des sites qui sont faits par des personnes transgenres qui vont vous... Donc, les outils, ils existent. C'est pas le problème, c'est pas les outils, c'est que une professionnelle de santé, j'utilise le féminin comme générique, une professionnelle de santé a l'obligation de se tenir au courant, même si on ne lui donne pas les outils, on ne lui donne pas la béquée comme ça à la fac. C'est-à-dire qu'elle a un ordinateur maintenant, et puis elle va aller chercher. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Un outil aussi très simple, c'est quand on est face à une personne qui est elle-même
dans une situation particulière, ben, on peut l'interroger sur sa situation particulière, on peut la faire raconter son histoire, son vécu, sa situation. Tout ça, ça a une valeur extraordinaire, non seulement d'apprentissage pour soi, mais aussi de compréhension de la personne qui est en face. Et aussi, ça a une valeur, comment dirais-je, thérapeutique, parce que pouvoir raconter qui on est, pourquoi on souffre, ça a des effets positifs sur le ressenti. Je veux dire ça, il y a 3000 études pour le montrer. Je voulais ajouter juste quelque chose sur l'homosexualité. L'homosexualité est encore quelque chose qui est non seulement pas traité en tant que tel, mais de toute façon, la sexualité n'est pas traitée en tant que telle dans les facs de médecine. Il n'y a pas de cours sur la sexualité et en particulier sur les variantes de la sexualité. Il n'y en a pas, hein. On part du principe que les étudiants en médecine sont sexués, ils font des galipettes chacun de leur côté, donc ils savent. Bah non, ils ne savent pas. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui nous les expliquent, surtout si ça ne fait pas partie de nos propres pratiques ou de nos propres perceptions. Bon. Mais je vais vous donner un exemple de mauvais traitement des personnes homosexuelles. Mauvais traitement des femmes homosexuelles, hein. Pendant très longtemps, il y a beaucoup de médecins, il y en a encore quelques-uns qui disent ah non, les femmes homosexuelles, on ne leur fait pas de frottis dépistage du cancer du col parce qu'elles n'ont pas de rapport hétéro. C'est idiot, parce que le cancer du col, les femmes homosexuelles, elles en ont aussi, et donc il faut effectivement les faire bénéficier du même dépistage. Et puis à l'inverse, les hommes homosexuels, je ne sais plus combien de témoignages d'hommes homosexuels j'ai entendu, de gens qui venaient pour n'importe quel symptôme, mais dès que c'était situé sur le pénis, on leur disait, bon mais alors, comment dire, je vais vous faire un dépistage de la syphilis, et pourquoi? Bah, parce que vous êtes homosexuel. Mais pourquoi est-ce qu'un homosexuel serait plus soumis à la syphilis qu'un hétéro ou une hétéro? Pas du tout. Je veux dire, la syphilis, ça n'a pas de préjugé de genre, précisément, ou de préjugé d'orientation sexuelle. Donc, il y a des sous-traitements, enfin des sous-estimations et des mauvais traitements dans les deux sens, ou des surtraitements, ou des surexplorations, sous prétexte que la personne qui est en face de nous à une orientation sexuelle qui ne correspond pas à l'orientation sexuelle du praticien. Évidemment, si le praticien ou la praticienne, elle, est homosexuelle, ça changera peut-être un peu sa perception quand même, parce qu'elle a déjà subi ce genre de préjugés. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas effectivement la même, la même identité, on va dire ça au sens large, c'est source de problèmes, y compris s'il ne s'agit pas, encore une fois, de l'aspect physique ou de la performance, comme le disait Muriel, mais tout simplement de la pratique ou des préférences, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible par définition. Merci Martin pour cet éclairage. Et Muriel, le mot, voilà, enfin, quelques remarques pour conclure avant de passer la parole à Livia pour la clôture de cette conférence. Alors moi, je vais dire un tout petit mot pour pas évacuer complètement la question transgenre et intersexe parce qu'elle a été posée tout à l'heure. Non pas pour répondre, mais pour dire pourquoi je réponds pas. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi. Moi, j'ai un peu fait des travaux sur la question de l'hermaphrodisme. C'était le terme consacré pour le 19e siècle. Donc voilà, pour la période contemporaine, je suis pas spécialiste. Et puis surtout parce que je crois que c'est une question qui mérite d'abord un traitement plus que sur un coin de table tel que éventuellement le ferait aujourd'hui. Et puis aussi parce que les personnes trans et intersexes, il faut s'interroger, je crois, sur le rôle qu'on leur fait jouer dans précisément ce que j'ai appelé le système de genre tout à l'heure, dans le cadre des discours médicaux. Quand on convoque ces figures-là, c'est pour dire quoi? Est-ce que c'est pour vraiment proposer une autre façon de penser au-delà de la bicatégorisation? Est-ce que c'est pas très souvent, moi, c'est comme ça que je l'ai constaté, plutôt comme une espèce de figure, je vais le dire de manière maladroite, mais on va dire un peu repoussoir. La preuve, on pourrait dire en creux, que le système de genre, il est d'abord fondé sur un principe de bicatégorisation. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un sujet qui mériterait un traitement à part entière, et donc j'en dirai pas plus. Le mot de la fin, pas tout à fait, mais c'est, je crois, une des dernières questions qui a été posée, c'est sur l'efficacité de la formation initiale. Bien sûr qu'il faudrait en faire en formation initiale, je crois aussi en formation continue, parce que je fais partie des gens optimistes qui croient qu'on peut se former et éventuellement changer au cours de sa vie, voilà.
y compris d'ailleurs peut-être en tant que praticien pour donner du sens à des situations Bien sûr. peut-être comment dirais-je, de consultation auxquelles on n'avait pas pensé ou qui n'avaient pas été évoquées dans le cadre de la formation initiale. C'était l'intérêt à une époque de ce qu'on appelait les groupes Balint. Il y a d'autres formes d'auto-organisation. Martin a dit tout à l'heure, il y a une forme d'obligation à se former soi-même. Moi, je rajouterais qu'on peut se former soi-même, mais pas forcément tout seul. Et que Absolument. peut-être là, il y a des formes de formation continue qui mériteraient peut-être d'être davantage connues ou remises au goût du jour. Enfin voilà, je ne sais pas comment dire les choses, mais voilà sur quoi je conclurai. Super. En tout cas, je crois que vos deux interventions ont bien montré que ça pouvait être formateur et stimulant et enthousiasmant en fait d'avoir le regard du romancier, de l'historienne, des sciences humaines et sociales, des praticiens réflexifs pour remettre en question tous les préjugés et peut-être tous les biais qu'on peut avoir. Béatrice, Raphaël et tout ça dans le chat ont souligné à quel point vos interventions étaient passionnantes, particulièrement claires et intéressantes. Alors, merci à Muriel Salles, merci Martin Winkler pour ces exposés passionnants.